Bonjour Sam. Aujourd'hui, on plonge littéralement dans une question qui a l'air toute simple, genre guide pour débutants en aquarium, mais qui est super intéressante. Pourquoi diable on ne peut pas mettre un poisson rouge avec un poisson clown? Jamais. Ah oui, la question classique. Et puis, tout ce bazar qu'on nous conseille d'acheter, filtres, pompe à air, thermomètre, même des plantes, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un simple poisson rouge? Ben justement, ces questions, elles nous amènent pile au cœur de notre sujet du jour. On va explorer, en s'appuyant sur pas mal de documents de biologie, comment les animaux d'eau douce arrivent à faire deux choses essentielles: respirer et faire circuler ce qu'il faut dans leur corps. D'accord. L'idée, c'est de décortiquer un peu leurs secrets, leurs adaptations pour vivre sous l'eau, quoi. On va essayer d'extraire les infos clés de ces documents. Exactement. On va suivre un plan simple. D'abord, comment ils captent l'oxygène, la respiration, et ensuite comment cet oxygène voyage dans leur corps, la circulation. Parfait. Alors, la respiration. On sait tous, enfin on apprend ça à l'école, que respirer, c'est consommer du dioxygène, l'O2, et rejeter du dioxyde de carbone, le CO2. Mais sous l'eau, comment on est sûr qu'un poisson fait bien ça? Les sources décrivent une petite expérience. Oui, une expérience assez parlante. Sans entrer dans tous les détails techniques, l'idée c'est de prendre de l'eau, ou un poisson à séjourner, et de la comparer à de l'eau témoin. On utilise de l'eau de chaud, Ah oui, le truc qui devient trouble s'il y a du CO2. c'est ça. Et bingo, l'eau du poisson trouble, l'eau de chaud, pas l'eau témoin. Donc le poisson a bien reléché du CO2, et pour l'oxygène, on utilise un appareil, un oxymètre. Qui mesure l'O2 dissous dans l'eau. Et là, j'imagine que le résultat est clair aussi, hein. Très clair, le taux d'O2 baisse significativement dans l'eau où était le poisson. La conclusion est donc simple, le poisson consomme l'O2 présent dans l'eau et y rejette du CO2. Il respire. Logique. Mais cet O2 dans l'eau, il n'est pas là en quantité illimitée, j'imagine. Sa concentration peut varier. Ah, mais c'est un point absolument crucial. Et ça nous ramène directement à l'équipement de l'aquarium. Les documents mettent en avant trois facteurs principaux. D'abord, les plantes aquatiques. Oui, on nous dit toujours de mettre des plantes. Elles produisent de l'oxygène, c'est ça. Un peu comme les arbres sur Terre avec la photosynthèse. Exactement pareil. En présence de lumière, elles consomment du CO2 et produisent de l'O2. Donc, avoir des plantes, ça aide à maintenir un bon niveau d'oxygène pour les poissons. C'est une source naturelle d'O2. Même facteur A. L'agitation de l'eau. Une eau qui bouge, qui est brassée, va échanger plus facilement des gaz avec l'air à la surface. Donc plus de contact RO, plus d'O2 qui peut se dissoudre. Les chiffres dans les docs le montrent bien. Une eau agitée contient plus d'O2 qu'une eau calme. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient la pompe à air de l'aquarium avec son buller. Le but principal, c'est de créer du mouvement, de brasser l'eau pour maximiser cet échange gazeux en surface, et donc l'oxygénation. On retrouve ça dans la nature, non? Dans une rivière, les zones de rapide, bien agitées, sont plus oxygénées que les zones lentes et profondes. C'est exactement le même principe physique. Et le troisième facteur, c'est la température. Ah oui? Comment ça? Eh bien, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait penser. L'eau froide peut contenir plus d'oxygène dissous que l'eau chaude. C'est une propriété physique de l'eau. Les graphiques le montrent très nettement. D'accord. Donc le thermomètre, c'est pas juste pour que le poisson n'ait ni trop chaud ni trop froid, c'est si super important pour la quantité d'O2 disponible. Absolument, c'est vital. L'exemple de la truite qui est dans les documents est très bon. C'est un poisson qui a besoin de beaucoup d'oxygène, environ 9 mg par litre. Et où est-ce qu'on la trouve, cette truite? Principalement dans le cours supérieur des rivières, là où l'eau est justement froide et bien agitée. Plus on descend vers l'aval, l'eau se réchauffe, elle est plus calme, donc moins riche en O2. Et là, on trouve d'autres espèces de poissons qui sont moins exigeantes. C'est fou, comme la physique de l'eau influence directement qui vit où. C'est un facteur écologique majeur. Tout à fait, la teneur en O2, c'est un des grands paramètres qui façonnent les écosystèmes aquatiques. Bon, maintenant qu'on sait que l'O2 est là, mais en quantité variable, comment le poisson fait-il pour le récupérer? On pense tout de suite au branchies, bien sûr. Oui, c'est le système respiratoire classique du poisson. Le principe fondamental, montré par une expérience avec un colorant, c'est qu'il y a un courant d'eau qui va toujours dans le même sens. Ça rentre par la bouche et ça sort par les ouïes. Jamais l'inverse. D'accord, un circuit à sens unique. Et ce courant, il est créé comment? Par des mouvements du poisson? Oui, par des mouvements respiratoires coordonnés. Les schémas sont assez clairs là-dessus. En gros, le poisson ouvre la bouche tout en gardant les opercules fermés.
Les opercules, ce sont les sortes de clapets qui couvrent les branchies. L'eau est aspirée dans la cavité buccale, Comme une inspiration. et après, Après, il ferme la bouche et ouvre les opercules. La pression chasse l'eau vers l'extérieur en la forçant à passer à travers les branchies. Et ça recommence. C'est un pompage presque continu. pour assurer un flux constant sur les branchies. Et ces branchies, elles ressemblent à quoi exactement? Elles sont situées juste sous les opercules. Ce sont des structures assez complexes. Imaginez des arcs osseux, un peu comme des arceaux, sur lesquels sont fixés plein de filaments très fins et très rouges. Rouge parce qu'il y a beaucoup de sang qui y circule? Exactement. Ces filaments sont extrêmement vascularisés et leur grand nombre crée une surface de contact énorme entre l'eau qui passe et le sang qui circule à l'intérieur. C'est là que l'échange se fait. L'oxygène passe de l'eau au sang. Précisément, l'O2 est plus concentré dans l'eau que dans le sang du poisson qui arrive aux branchies. Donc, par diffusion, l'O2 passe de l'eau vers le sang. Et le CO2, qui est plus concentré dans le sang, fait le chemin inverse. Il passe du sang vers l'eau et est évacué avec le courant sortant. Et l'importance du courant d'eau continue. C'est pour renouveler cette eau, pour qu'elle soit toujours riche en O2. Tout à fait. Si l'eau restait immobile autour des filaments, l'oxygène serait très vite épuisé juste à côté et l'échange s'arrêterait. Le flux constant apporte en permanence de l'eau neuve, chargée en O2, et emporte l'eau appauvrie en O2 et enrichie en CO2. C'est un système hyper efficace. Vraiment ingénieux. Mais les documents montrent que tout le monde ne fait pas comme ça dans l'eau. Il y a d'autres stratégies, parfois surprenantes. Certains respirent carrément de l'air. Oui, la diversité est remarquable. L'évolution a trouvé plein de solutions différentes au même problème. Certains animaux aquatiques sont en fait des respirateurs aériens. Ils vivent dans l'eau, mais dépendent de l'air de la surface. Comme la neppe, cette espèce de punaise aquatique, j'ai vu l'image, elle a comme un tuba au bout du corps. C'est exactement ça. Un siphon respiratoire à l'extrémité de son abdomen. Elle se positionne juste sous la surface, la tête en bas, et sort le bout de son siphon pour capter l'air. L'air entre par des orifices, les stigmates, et va dans son système de trachée, comme chez les insectes terrestres. C'est la solution plongeur avec tuba. Excellent. Et le ditique, ce scarabée d'eau, il fait comment lui? Lui, c'est plutôt la solution plongeur avec bouteille. Il remonte à la surface, capture une bulle d'air et la stocke sous ses élytres, ses ailes rigides qui recouvrent son abdomen. Cette réserve d'air lui permet de rester sous l'eau un bon moment en respirant l'oxygène de la bulle via ses trachées. Pas bête. Oh. Une réserve d'air embarquée. Et il y a aussi la limnée, l'escargot d'eau douce. Les documents disent qu'elle a un poumon. Un poumon. Oui, un poumon. C'est un mollusque, mais elle a développé une cavité, un poumon unique, qui communique avec l'extérieur par une petite ouverture appelée le pneumostome. Elle doit donc remonter périodiquement à la surface pour ouvrir ce pneumostome et renouveler l'air de son poumon. C'est fou. Un escargot avec un poumon qui vit sous l'eau. Donc on a tuba, bouteille, poumon. D'autres méthodes encore? Oui, on a des stratégies encore plus fondamentales, on pourrait dire. Prenez l'hydre. C'est un animal très simple, une sorte de petit polype. Elle est toute petite et sa paroi corporelle est très fine, c'est ça. Du coup, elle n'a pas besoin d'organes spécialisés. C'est exactement ça. Elle est composée de seulement 2 couches de cellules. Les échanges gazeux, O2 et CO2, se font directement par diffusion à travers toute la surface de son corps, entre ses cellules et l'eau environnante. Simple et efficace à sa petite échelle. Pas besoin de tuyauterie complexe. Et il y a aussi la grenouille adulte. Elle est intéressante, non? Ah oui, la grenouille, elle est un peu à cheval entre deux mondes. Elle a des poumons, qu'elle utilise quand elle est à l'air libre ou même en surface de l'eau, mais elle a aussi une peau très particulière, fine, humide et très riche en vaisseaux sanguins. Et elle peut respirer par la peau. Oui, une partie significative de ces échanges gazeux peut se faire directement à travers sa peau, surtout quand elle est immergée. C'est ce qu'on appelle la respiration cutanée. Elle a donc une double capacité, pulmonaire et cutanée. C'est assez remarquable. Alors que le tétard, lui, au début de sa vie, respire avec des branchies, comme un poisson. D'accord. Donc si on essaye de résumer, on a quoi? Les branchies pour les poissons et les têtards, des trachées mais avec des astuces pour chercher l'air en surface, le siphon de la neppe ou la bulle d'air du ditique, le poumon adapté de la liminée ou de la grenouille, la peau pour la grenouille aussi, et la diffusion directe pour l'hydre.
Voilà, ça couvre les grands modes respiratoires décrits dans les sources. Branchial, trachéen aérien adapté, pulmonaire adapté, cutané et diffusion directe. Ça montre bien l'extraordinaire adaptation des êtres vivants à leur milieu. C'est clair. Bon, une fois que l'oxygène est capté, par n'importe laquelle de ces méthodes, il faut l'amener là où il est utile, c'est-à-dire aux cellules, aux organes. Et c'est le rôle du système circulatoire, j'imagine. Absolument. C'est le système de livraison et de collecte du corps. Il transporte l'O2 et les nutriments vers toutes les cellules et il récupère les déchets, notamment le CO2, pour les amener aux organes qui vont les éliminer, comme les branchies ou les poumons. Le schéma général, c'est ça, un réseau de transport interne. Et là aussi, j'imagine qu'il y a différentes façons de faire. Les documents parlent de systèmes ouverts ou fermés, simples ou doubles. On peut peut-être regarder ça avec les exemples. Commençons par le poisson. On a déjà parlé de ses branchies. Son système circulatoire est comment? Celui du poisson est qualifié de fermé et simple. Fermé, ça veut dire que le sang circule toujours à l'intérieur de vaisseaux sanguins, artères, veines, et entre les deux, les tout petits capillaires, où se font les échanges avec les organes. Le sang ne sort jamais des tuyaux, si on veut. Comme chez nous, en fait. Notre système est fermé aussi. Et simple. Simple, ça signifie que pour faire un tour complet dans l'organisme, le sang ne passe qu'une seule fois par le cœur. Ah, ok. Et ce cœur de poisson, il est comment? Les documents montrent une sorte de pompe avec 4 parties à la suite. Sinus veineux, atrium, ventricule, cône artériel. C'est ça, c'est une pompe en série. Le sang qui revient des organes, donc pauvre en OD et riche en CO2, arrive dans le sinus veineux, passe dans l'atrium, l'oreillette, puis dans le ventricule, qui est la partie la plus musclée. Le ventricule se contracte et propulse le sang avec force dans le cône artériel, puis vers les branchies. Donc le cœur renvoie le sang directement aux branchies pour qu'il se recharge en oxygène. Et une fois qu'il est oxygéné, il fait quoi ce sang? Il retourne au cœur? Eh bien non, et c'est là la caractéristique de la circulation simple. Après être passé dans les branchies et s'être oxygéné, le sang part directement irriguer tous les organes du corps. Il livre son O2, récupère le CO2, puis revient au cœur, toujours pauvre en O2. D'accord, donc si je comprends bien, le cœur du poisson ne voit jamais passer de sang riche en oxygène. Il ne pompe que du sang bleu, pauvre en O2. C'est exactement ça. C'est une différence majeure avec notre système, par exemple. Oui, parce que nous, le sang oxygéné dans les poumons revient d'abord au cœur, qui le propulse ensuite vers le reste du corps. C'est ça qu'on appelle une circulation double. Tout à fait. Chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles et même les amphibiens comme la grenouille, il y a 2 circuits qui partent du cœur. Un vers les poumons, ou branchies pour certains, c'est la petite circulation ou circulation pulmonaire, et un vers le reste du corps, la grande circulation ou circulation systémique. Le sang passe donc 2 fois par le cœur à chaque tour complet. Et on parle aussi de circulation complète ou incomplète, c'est lié à quoi ça? C'est lié à la séparation des sangs dans le cœur pour les circulations doubles. Complète, comme chez nous, quand le sang riche en O2 et le sang pauvre en O2 sont totalement séparés dans le cœur à 4 cavités distinctes. Incomplète, comme chez la grenouille adulte, quand il y a un certain mélange possible dans le ventricule. Mais restons sur nos exemples principaux. D'accord. Prenons l'écrevisse alors. Les documents disent que son système est ouvert ou lacunaire. C'est quoi la différence avec fermé? C'est l'opposé. Dans un système ouvert, le liquide circulant, qu'on appelle plutôt hémolymphe que sang, n'est pas contenu en permanence dans des vaisseaux clos. Il y a bien un cœur, qui est situé sur le dos chez l'écrevisse. Avec des petits trous, des ostioles, c'est ça? Oui, des orifices par lesquels l'hémolymphe revient au cœur. Donc, le cœur pompe l'hémolymphe dans des artères, mais ensuite, ces artères s'ouvrent et l'hémolymphe se déverse dans des espaces, des cavités qu'on appelle des lacunes ou sinus, où elle baigne directement les organes. Ah, donc pas de petits capillaires partout. Le liquide inonde les organes? C'est un peu l'idée, oui. Les échanges se font directement entre l'hémolymphe dans les lacunes et les cellules des organes. Ensuite, l'hémolymphe est récupérée, elle passe par les branchies, qui sont aussi baignées par l'hémolymphe, pour se charger en O2 et se débarrasser du CO2, puis elle retourne au cœur via les ostioles. C'est un système quand même très différent de celui du poisson, moins structuré peut-être? On le considère souvent comme moins efficace pour un transport rapide et dirigé, surtout pour de grands animaux très actifs. Mais il fonctionne très bien pour l'écrevisse et beaucoup d'invertébrés comme les insectes ou les mollusques. Intéressant. Donc on a poisson, pas, fermé et simple. Écrevisse,
ouvert, les deux ont des branchies, mais le système de transport interne est radicalement différent. Les sources comparent aussi un peu leurs branchies d'ailleurs. Oui, il y a des différences de nombre, de protection, de sens du courant d'eau par rapport au courant d'hémolymphe, etc. L'anatomie fine varie beaucoup. Et pour finir sur la circulation, on revient à notre petite hydre. Elle qui n'avait pas d'appareil respiratoire, elle n'a pas non plus de système circulatoire, j'imagine? Non, aucun. Vu sa taille minuscule et sa structure très simple à 2 couches de cellules, la diffusion directe suffit. L'oxygène de l'eau diffuse jusqu'à toutes ces cellules, les nutriments aussi, depuis sa cavité digestive, et les déchets sont éliminés de la même manière. Pas besoin d'un système de transport dédié. La simplicité même. C'est incroyable quand on met tout ça bout à bout. Pour des fonctions aussi vitales que respirer et transporter l'oxygène, on voit une diversité de solutions absolument énorme dans le monde de l'eau douce. C'est ça qui est fascinant en biologie. Des branchies ultra efficaces chez le poisson, des systèmes pour utiliser l'air comme des tubas ou des bouteilles intégrées, des poumons aquatiques, la peau qui respire, la diffusion pure et simple. Et pour la circulation, du fermé simple au système ouvert lacunaire. L'évolution était incroyablement créative. Et ça nous ramène à notre point de départ, l'aquarium. Maintenant, on comprend beaucoup mieux l'utilité de tout ce bazar. Le filtre, bon, c'est pour nettoyer l'eau des déchets, mais la pompe à air, Essentiel pour agiter l'eau et favoriser l'entrée de l'O2. Le thermomètre. crucial, parce que la température influe directement sur la quantité d'O2 que l'eau peut contenir. Et les plantes, De véritables petites usines à oxygène grâce à la photosynthèse. Chaque élément a un rôle lié à ses besoins fondamentaux qu'on vient de discuter. et pour l'énigme poisson rouge, poisson clown, pourquoi on ne peut pas les mélanger? Ce n'est pas juste une question d'oxygène alors? Non. Là, le problème principal, c'est la salinité de l'eau. Le poisson rouge est un poisson d'eau douce, le poisson clown, un poisson d'eau de mer. Leurs corps sont adaptés pour gérer des concentrations de sel radicalement différentes dans l'eau environnante. C'est un autre grand chapitre de la physiologie, l'osmorégulation. Mais leurs besoins d'oxygène et les mécanismes de base pour le capter, branchies, sont similaires. C'est juste que leur milieu de vie optimal est différent. D'accord, c'est une autre histoire, mais liée au fait que chacun est adapté à son environnement spécifique. Exactement. Et certaines de ces adaptations sont d'une ingéniosité bluffante. L'efficacité des échanges dans les branchies du poisson, c'est un modèle d'optimisation. Ou, un autre exemple tiré des documents, l'argyronète, cette araignée qui vit sous l'eau. Ah oui, elle se fait une maison en bulle d'air. Elle tisse une cloche de soie entre des plantes aquatiques, puis elle fait des allers-retours à la surface pour transporter des bulles d'air coincées sur les poils de son abdomen et remplir sa cloche. Elle vit et respire dans cette bulle sous-marine. C'est de la haute technologie biologique. C'est fou. Et ça amène une dernière petite réflexion, peut-être un peu en dehors des clous, mais bon. Est-ce que toute cette ingéniosité naturelle, toutes ces solutions trouvées par les animaux aquatiques, ça a déjà inspiré ou ça pourrait inspirer des technologies humaines? C'est une excellente question. On parle beaucoup de biomimétisme. Observer comment les branchies maximisent les échanges, comment certains insectes gèrent leur flottabilité ou leur réserve d'air. Ça pourrait certainement donner des idées pour améliorer nos systèmes de plongée, nos habitats sous-marins, peut-être même des systèmes de support de vie, pour des environnements extrêmes, qui sait? L'exploration spatiale, par exemple. Recycler l'air, gérer les fluides. La nature a des millions d'années d'expérience en R&D. Exactement. C'est une source d'inspiration potentiellement immense, et on commence à peine à l'exploiter sérieusement. De quoi réfléchir, en effet.